Je m'appelle Éric Gingras, je suis président de la CSQ et vous écoutez mon balado qui prend les devants. Alors, merci beaucoup d'être là. Encore une fois, cet épisode du balado, 4e épisode. Oui, dernier épisode, parler avec Madame Harel. Vous aviez été nombreuses à nous en parler. Ça a été très apprécié, une femme éloquente. Puis en plus, on était dans ces discussions-là de ce qui se passe en politique. Donc, c'était du temps, des bons moments, parce que, bien sûr, on sait qu'on en parlait beaucoup à ce moment-là. On continue à en parler d'ailleurs avec tout ce qui se passe. Avant d'y aller avec sujet du jour, simplement un salut tout spécial aux collègues du communautaire. Bon, si vous l'écoutez un peu plus tard, on est présentement dans ces 2 semaines de grève du communautaire. Le communautaire à bout. La CSQ appuie les revendications des collègues, qu'ils soient syndiqués ou pas. On sait que le communautaire, c'est important au Québec. C'est le tissu social du Québec. Manque de financement, manque de reconnaissance de la part des décideurs. Alors, on lève notre chapeau. On est avec vous dans ce combat-là. Et bien sûr, on interpelle le gouvernement, donc lâchez pas. Puis si par hasard, vous l'écoutez après, puis que finalement le financement a augmenté, puis tout ça, on est bien content, mais je vous avoue avoir quand même quelques doutes. Mais on espère bien que les collègues vont se faire entendre. Donc aujourd'hui, maintenant que j'ai dit ça, le sujet qui pour la CSQ, c'est un sujet important, la violence. La violence dans la société en général. Ça fait plusieurs années que la CSQ, par l'entremise de ses fédérations, de ses affiliés, parle de violence en milieu de travail, que ce soit dans nos écoles, au niveau de la santé, au niveau du collégial, etc. Mais là, on a voulu ouvrir parce qu'on ne réglera pas la violence simplement à coup de politique puis code de vie dans nos milieux. Il faut regarder ça plus largement. Et c'est pour cette raison-là, puis je vais revenir sur ce que la CSQ a fait au cours des derniers jours, dernières semaines. Mais pour en parler, aujourd'hui, je reçois Dominique Roberge, président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, l'APPQ. Merci de nous recevoir, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Merci Dominique d'être là. Et Maître Thiago Murias, criminaliste en droit des jeunes contrevenants. Oui, absolument. Merci pour l'invitation. Merci d'être là aussi. 2 angles différents. On n'est pas dans le milieu de travail, mais on est dans la société en général et aussi auprès des jeunes. À la CSQ, avec vraiment une continuité de la petite enfance en enseignement supérieur dans le milieu de l'éducation, c'est clair qu'on a une fibre particulière quand vient le temps de parler de nos jeunes au Québec, parce que la majorité des membres, bien sûr, les côtoient au quotidien. Donc, 2 angles, mais quand même une volonté de parler de la violence, mais aussi éventuellement peut-être commencer à réfléchir aux pistes de solutions. Ça nous est souvent demandé. Donc, maintenant, là, on ouvre ça, parce que les gens m'ont assez entendu. Maintenant, c'est vous autres qui veulent entendre. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Maintenant, globalement, là, est-ce que dans vos champs d'expertise, vous sentez que la violence, au cours, disons, des 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu une augmentation de ça? Si je commence par toi, Dominique, là, au niveau des policiers au Québec. 3 points de vue complémentaires, mais comme tu le mentionnais, Éric, on peut pas garder ça seulement au niveau de la CSQ. C'est une préoccupation pour vous autres, mais il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange. Puis moi, je peux amener le point de vue des policiers. Côté de la PPQ, nous autres, on représente les membres de la Sûreté du Québec. Oui, ça, c'est important de le dire, ça. À grandeur du Québec. Là. Exactement, à grandeur du Québec, 5800 policières et policiers. Puis, oui, on le constate, la violence. Oui, on en parle plus. Oui, on est plus conscient de l'impact que ça peut avoir dans les différents milieux, mais les membres chez nous le voient, le constatent. Il y a un impact direct sur la qualité de vie des milieux. Je pense à l'éducation chez vous. Je pense à l'impact au niveau juridique.
il y a un impact, il y a une recrudescence. Y a-tu vraiment une augmentation? Les policiers, est-ce qu'ils trouvent que, en faisant de la patrouille, tout ça, on se dit que dans la société en général, on sent un plus grand niveau de violence? Il y a deux façons de le voir. D'incivilité, hein? Parce qu'on parle d'incivilité puis de violence. Oui, parce que on s'entend, la violence, c'est assez large. Oui, c'est ça. Mais deux façons de le voir. Soit on en parle davantage, donc on est plus conscient, ou soit il y en a plus, ou les deux. Côté intervention policière, dans les échanges avec des situations, des cas de santé mentale, évidemment, on va parler de violence dans ces situations-là. On parle d'échanges ou relations ou interventions auprès du crime organisé qui est en effervescence depuis quelques années. C'est en ébullition. Il y a des changements structurels qui se produisent au Québec. Donc, on augmente les contacts avec le crime organisé, l'intimidation, surveillance, les tensions, puis augmentation des manifestations. Là, ici, on est à Montréal, mais un peu partout au Québec, il y a aussi des manifestations. Pas juste des syndicats. Pas juste des syndicats. Là. Il y a vraiment d'autres gens, beaucoup d'autres mondes qui manifestent. Fait que dans un climat social tendu, on augmente les interactions, donc on augmente les risques, les impacts. Puis tu as parlé de santé mentale, ça c'est un enjeu. Puis techniquement, là, je veux dire, vous faites un travail d'intervention, mais ça ne devrait pas être vous autres qui travailler avec la... Ça devrait pas être juste nous autres. C'est ça, mettons. Il y a des enjeux de sécurité pour la population, la police qui intervient, une famille, des voisins qui appellent parce qu'il y a une personne qui se désorganise. Bon, on appelle la police, c'est correct. Mais ça prend du renfort, ça prend un coup de main parce que nos policiers sont formés sur un paquet de choses, mais ils sont pas des spécialistes non plus en psychologie, en travail social, en psychoéducation. Donc, ce qu'on veut, c'est une petite synergie. C'est un autre sujet, là, l'intervention policière en matière de santé psychologique, mais ça prend un échange parmi tout le monde dans le milieu. Donc, c'est pas juste à vous, là. Non, exactement. Au niveau des jeunes, plus particulièrement, est-ce qu'au cours des dernières années, on sent une augmentation de la violence dans le milieu où tu travailles, donc auprès de jeunes contrevenants, j'imagine, aux jeunes qui sont accusés, jeunes... Alors, comment ça se passe? On est démêlés avec la justice, on va le dire. C'est bon, on va dire ça comme ça. Oui, absolument. J'ai envie de dire qu'on le voit de façon générale dans la société, et particulièrement chez les jeunes. L'augmentation, elle est, à mon avis, globale, mais particulièrement chez les jeunes. Tu sais, souvent, on entend l'expression « au Québec, on n'aime pas la chicane », comme si c'était une mauvaise chose. Comme si c'était une mauvaise chose. Moi, je vais vous dire une chose, c'est une excellente chose. Une société qui a un rapport à la violence dans lequel c'est mal vu d'être violent, d'être incivil, de ne pas bien parler aux gens. Et ce qu'on constate, et ce que je constate personnellement, c'est la façon dont les jeunes s'adressent, soit aux gens en autorité ou aux adultes en général. La façon dont on explique notre désaccord, la façon dont on règle des conflits. Des conflits, il y en a tout le temps dans toutes les sociétés, il y en a au Québec, il y en a partout. Et je pense qu'une des grandes qualités que le Québec avait, c'est que socialement, il était mal vu de mal gérer ses émotions ou d'être agressif ou d'avoir des discussions dans lesquelles on se permet d'insulter les autres. Et moi, je considère qu'on est en train de perdre ça. Et on est en train d'avoir un rapport à la violence socialement dans lequel on va de plus en plus accepter, normaliser et voir cette espèce de maladie. Pour moi, c'est une maladie sociale. L'externalisation de la violence dans toutes sortes de façons. On le voit dans la rue, là. On le voit dans les vidéos. Là. On voit les gens sont plus agressifs. Les gens ne savent pas gérer les frustrations. Et chez les jeunes, c'est particulier. C'est particulier. C'est un constat qui me préoccupe. Non, on parle d'augmentation de la criminalité chez les jeunes. Je vais le dire, c'est pas tellement l'augmentation de la criminalité chez les jeunes. Ça, c'est des cycles qui vont et qui viennent. On a un plus beau taux de criminalité chez les jeunes actuellement que dans les années 90, par exemple. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est la nature des délits. Alors, on a des délits qui sont de plus en plus violents. On a un indice de gravité des infractions qui est de plus en plus élevé. Puis, vous savez, quand les gens parlent des vols de voitures, par exemple, c'est bien, il faut s'en préoccuper. Mais le taux de vol de voitures est plus bas que dans les années 90 dans les grandes villes du Canada. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est les crimes d'une violence extrême qu'on n'avait pas. Maintenant, c'est banal. Quand j'arrive en une semaine que j'ouvre 3, 4, 5 dossiers d'agression armée ou d'agression concernant des lésions corporelles, c'est pas normal. C'est pas supposé être ça. Moi, quand j'ai commencé en 2012, c'était des méfaits, des vols, possession de potes, graffitis, des affaires, des menaces. Je veux pas banaliser ça, là. Non, mais ça restait des crimes d'adolescents, là. La gravité est plus grande maintenant. C'est pas normal un kid de 14 ans qui fait un braquage avec arme à feu, là. C'est pas normal. S'il y en avait un dans l'année, c'était notre dossier de l'année. Maintenant, c'est un petit lundi, là. Genre, c'est pas normal. Il faut pas banaliser ça.
Et ça, pour moi, c'est une question qui vit bien au-delà de chacun. On a les policiers ici, mais c'est une question sociale. Notre rapport à la violence. Puis on peut parler des conséquences politiques après de ça. Là. Ça veut dire quoi, la rhétorique qui vient avec? Le rapport aux politiques, que politiquement, les gens sont de plus en plus agressifs dans l'expression de leurs opinions. Donc, pour moi, c'est une question qui est globale. Je le vois dans mon métier, comme avocat et comme quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la criminalité en général comme phénomène social. Mais ce qu'on voit en ligne en ce moment, c'est terrible. Nous, comme avocats, les policiers également, ce à quoi ils sont confrontés, c'est absolument inquiétant. Et justement, donc, fais du pouce là-dessus. Donc, 14 ans, lorsqu'il y a des interventions faites auprès des jeunes, on se dit qu'on ne devrait pas faire ça. Un policier ne devrait pas, dans sa job, minimalement jamais, mais minimalement, rarement devrait encadrer, intervenir auprès d'un jeune de 14 ans dans un braquage. Oui, puis il y en a de plus en plus. On a des policiers dans le milieu scolaire qui font des interventions auprès des jeunes. Puis, ça, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. On a différents modèles qui ont évolué dans le temps. Des fois, on a fait des pas en avant, des fois, on a fait des pas en arrière récemment. Mais beaucoup de prévention. Puis ce qui nous rapporte, ces policières, ces policiers-là, puis aussi ceux qui travaillent sur la patrouille, là, c'est intéressant avec ce que vous disiez, là. C'est comme si depuis un certain moment, les gens se sont affranchis d'une certaine réserve qu'il y avait dans les propos. Comme si un jour, on se l'ait permis sur les réseaux sociaux, exactement. Ça passait, on l'a intégré, puis un jour, on l'a extériorisé dans notre rapport aux autres. Bien, justement, là, je vais faire référence au sondage qu'on a mené auprès de c'est pas nous, là, c'est la firme Léger qui a été mandatée par la CSQ pour mener un sondage. Puis, les chiffres sont clairs, puis tu vois, je fais du pouce, là, 82% des répondants, donc des gens de la société en général, pas des profs, pas du personnel de soutien, pas des gens de la CSQ, mais en général, 82% estiment que le contexte social numérique dans lequel la société québécoise évolue influence notre rapport à l'incivilité et la violence. Comme si, là, puis c'est ce que tu viens de dire, comme si on l'avait comme ouvert, on s'était affranchi de ces règles-là sur les médias sociaux. Puis on disait tout le temps, on a dit ça pendant longtemps, on a dit, les gens, ils se cachent derrière un avatar, derrière un nom, mais ils le feraient pas en personne. On est rendu à l'autre niveau. On est rendu ailleurs. Là. C'est ça que je comprends dans vos deux interventions. Là. On est rendu à l'autre niveau, on le constate de plus en plus, puis coïncidence ou hasard, mais les gens font une référence avec la fameuse pandémie. On dirait depuis depuis la fin de la pandémie, quand les gens sont revenus, là, on a senti une différence dans la tension, dans les rapports. Est-ce que vous l'avez senti sur le terrain? Vraiment, vraiment. Nos policiers nous en parlent fréquemment. Il y a une cassure ou un changement de ton à ce moment-là. Tantôt, je faisais une intervention à la radio sur une vidéo qui circule ces jours-ci, une policière qui se fait enguirlander à Montréal comme c'est pas possible, là. Ça illustre le genre de rapport que nos policières sont confrontés à l'occasion. Parce que c'est des cas particuliers, mais votre réponse, c'est qu'il y en a de plus en plus. Tu sais, avant, on voyait ça et on disait, OK... Quelqu'un vient de l'échapper, là. C'est un cas isolé. Exact. Là, c'est de moins en moins isolé. Surtout que les gens se mettent eux-mêmes ces vidéos-là d'eux-mêmes. Là. On parle de ces vidéos-là. C'est la personne elle-même qui a mis les vidéos en ligne. Imaginez-vous, les gens ont plus honte, trouvent que c'est un comportement normal. Moi, si je l'avais échappé de même, là, ça ne m'est jamais arrivé. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Là. Je ne mettrais pas ça en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a une honte. Normalement, les gens ont intégré une honte de cette violence-là. C'est ça. Maintenant, il n'y en a plus d'honte. C'est ça. Tantôt, ce que vous avez dit, c'est que là, maintenant, on s'est affranchi de cette honte-là. Complètement. Puis là, cette honte-là, c'est pas cette honte-là, mais cet excès de violence-là, ça se répète aussi dans vos membres à vous autres. Oui, c'est sûr que les membres chez nous, nous autres, on représente beaucoup de gens en première ligne. Donc, ils vivent avec ces actions-là, action-réaction, milieu de l'éducation, milieu de la santé. Alors, eux, ils le vivent directement. Puis le message, justement, des profs de 30 ans de carrière ou du personnel de soutien ou des professionnels qui sont là depuis 20... Ce qu'ils disent, c'est exactement le message qui est là. C'est-à-dire, ça a changé. Et les événements ont changé, ça ne s'est pas amélioré, au contraire. Le rapport n'est plus le même, les relations sont plus pareilles, le rapport à l'autorité est différent, le pouvoir d'intervention de l'enseignant est différent. Fait que tout le rapport pas le rapport de force, c'est pas la bonne expression. Le rapport d'autorité, là, qu'on le met en guillemets, là, ceux qui nous voient à la caméra voient que j'ai fait des guillemets, mais sinon les autres comprennent exactement ce qu'on a dit. C'est complètement changé. Je comprends. Puis apprendre à désamorcer des conflits aussi. Là. Je pense que c'est un skill social, permettez-moi l'anglicisme,
qu'on a perdu. Là. Comment juste désamorcer un conflit puis être capable de résoudre des conflits sans recourir à des insultes ou des injures, ça se perd aussi, je peux vous le dire. Donc, vous sentez que le tissu social s'est détérioré, puis dans les chiffres encore, je vais continuer avec ça, 67% des répondants nous ont dit que ça s'était détérioré dans les 5 dernières années, comme par hasard COVID. Oui. Et la crainte là-dedans, c'est qu'ils s'attendent à 57% que ça va continuer à se détériorer pour les 5 prochaines années. C'est pour ça qu'on se parle. C'est pour ça qu'on se parle pour essayer de mettre un frein à ça, parce qu'il y a un bon bout de communication à faire là-dessus, puis de prévention dans différents milieux pour essayer de freiner ça, pour dire, attendez, tout le monde, on va se parler, là, puis là, on va mettre un petit hold là-dessus, puis on va essayer de faire un bilan de la situation. Là. Ça ne va pas présentement. Là. OK. Là, on était sur la société en général. On fait un constat quand même assez clair avec vous, puis je pense que vos éléments de réflexion, je pense qu'ils suivent exactement ce que les membres nous disent au quotidien. Là, on va aller dans nos milieux, notamment auprès des jeunes, dans le milieu, notamment le milieu scolaire, mais on peut se rendre même jusqu'au collégial un peu. Là. C'est sûr que nous autres, on parle aussi de petite enfance, mais là, ça, c'est autre chose. C'est plus au niveau des parents, etc. Mais dans le milieu scolaire, chez les jeunes, il y a vraiment une augmentation de la violence entre eux, mais envers le personnel aussi. Ça, je vais commencer par toi, là, Thiago. Oui. Tu l'as dit tantôt, plus jeune, des gestes plus durs, plus jeunes, des parents présents, pas présents. Ça, est-ce qu'il y a une différence avec les parents? Parce que nous, ce que les membres nous disent, c'est on a de la difficulté avec nos parents. Quand on veut, le jeune, ça va pas à l'école, on veut intervenir auprès du parent, puis souvent, on n'a pas d'aide. Est-ce que il y a des éléments qui sont à noter en lien avec les parents? Bon, alors, généralement... Bon, moi, je représente des adolescents entre 12 et 17 ans. OK? Quand j'ai commencé à pratiquer en 2012, généralement, les parents avaient à peu près le même discours que soit l'avocat de la défense, soit le juge, soit les différents intervenants. OK? Pas tout le temps. Évidemment, des fois, ils prenaient le bord de leur fils. Ce qu'ils devraient faire. Il n'y a aucun problème ici à prendre le bord de ton fils ou de ta fille. Ça, c'est pas ça l'enjeu. Par contre, quand tu décrédibilises et tu délégitimises toute forme d'intervention, que ce soit de l'avocat de ton fils, que ce soit du juge, que ce soit de la police, mais étonne-toi pas que ton fils récidive. Moi, je le dis, j'ai aucune honte à le dire, j'ai aucune gêne à le dire. Là. Si vous délégitimez systématiquement l'autorité et que vous délégitimez systématiquement tous les conseils qui viennent de n'importe qui en situation de plus ou moins autorité, t'es pas en train d'aider, t'es en train de créer le problème. Comme à l'école. Comme à l'école. Exactement. Comme le personnel qui dit, le parent dit quelque chose, puis après ça, on se retourne, puis dit, ben, c'est le prof. Ou c'est terminé. C'est terminé après ça. Si le kid il dit, le juge, je sais pas de quoi il parle, puis qu'il retourne vers le parent, puis le parent dit, ben non, écoute le juge, là, t'as fait une connerie, assume-le. Ouf, tout de suite. Ça, c'est plus présent avant? Est-ce que c'était plus présent avant? Oui. Il y en arrivait, ça arrivait, là. Mais d'un point de vue global, mettons, je prends 100 parents, maintenant, le nombre de parents qui vont pas légitimer l'intervention du juge tout en défendant leur enfant. Je veux réitérer que c'est correct de défendre leur enfant. C'est normal. Mais pas à n'importe quel prix et pas de façon déraisonnable. Donc, moi, je le sais en pratique maintenant, quand je vois un parent qui a une attitude qui est systématiquement anti toute forme d'intervention, positive ou peu importe, les chances que l'enfant revienne à la course sont immenses, sont exponentielles. De l'autre côté, un parent qui va nuancer, qui va faire preuve de bon sens, qui va dire là, assume, ou là, c'est normal qu'il y ait des conséquences, généralement, l'enfant ne reviendra pas. Et ça, c'est fondamental parce que c'est normal. L'adolescence, là, il faut le dire, c'est une période difficile pour l'être humain. Okay? Plus de testostérone, recherche d'identité, prise de risque, ça fait partie de l'adolescence de tout le monde. Là. Faut pas, c'est pas des mini-adultes, l'adolescence, c'est des adolescents. Ça, c'est important de le dire. Par contre, si le parent est capable de canaliser, d'aider et d'être une bouée et une figure positive dans ces développements-là, généralement, les adolescents s'en sortent bien. Si le parent n'aide pas, ben on se retrouve dans des situations qui sont explosives. Et ça, c'est évident. Moi, je me permets de le dire parce que j'ai une certaine liberté par rapport à mon métier. Moi, j'ai pas de ligne de parti, puis j'ai pas de membres à défendre. Moi, c'est ce que je vois. Et ce que je vois, c'est des parents qui sont souvent déraisonnables. Mais ça va faire écho, là, ceux qui nous écoutent, des collègues qui sont membres à la CSQ qui nous écoutent vont dire, écoute, si dans mon milieu de travail, dans l'école où je suis, j'ai de la misère avec les parents,
puis là, on me dit que par rapport au juge, c'est le même discours, je peux comprendre pourquoi c'est si difficile. Et si je regarde du côté de Dominique, c'est un copier-coller. puis je te dis, pour ce qui est des policiers, tu sais, les policiers, on va se le dire, là, les policiers, ça n'a pas toujours été des figures quand on était ado. Pas moi, là. Mais quand on était ado, tu sais, les policiers, c'est les policiers. Sauf que quand ils étaient dans ta face, les policiers, c'était plus embêtant un peu. Tu disais oui, monsieur, quand même, même si tu pouvais. Là, est-ce que ce que dit Thiago, on est un peu. On est à 14 ans, à 13 ans, à 12 ans. Il y en a toujours eu qui vont confronter, qui vont affronter l'autorité, le policier, l'enseignant ou mais le parent. là, on s'en va encore plus loin. Est-ce que c'est possible? Ce qu'on sent, c'est que le pilier familial, qu'il soit présent, qu'il soit fragilisé, qu'il soit délinquant ou qu'il soit totalement absent, ça a un impact considérable sur la possibilité de résoudre les situations. Parce que les policiers, quand ils interviennent auprès des jeunes, ils ont une obligation d'informer les parents ou d'échanger avec les parents dans les différents suivis, qu'il y a une entente multisectorielle déclenchée pour un jeune qui serait victime de quoi que ce soit. Le lien avec les parents est super important. Absolument. Puis là, vous sentez, est-ce que ce lien-là est en train de disparaître pour vous aussi? Pas nécessairement, mais on considère qu'il y a un gros impact sur la chance de réussite de l'enfant en question. C'est pour ça aussi que des fois, pour les jeunes, c'est important qu'il y ait différents modèles. Hein. Ils ne choisissent pas nécessairement le modèle parental, mais dans la société, que ce soit à l'école ou dans leurs amis, il y a différents modèles qui peuvent avoir un impact sur eux autres. Le policier en est un aussi. Mais ça revient au fait que dans l'école aussi, vos membres ont des échanges avec les parents. Ils sentent la possibilité de réussite selon la qualité de l'échange avec leurs parents. Puis, il faut avoir des échanges, des vrais échanges. Un courriel ou un pluriportail, c'est pas un échange constructif. Il faut vraiment avoir des échanges concertés, policiers, enseignants, avec les jeunes, avocats pour avoir augmenté les chances de réussite. Puis ça, auprès des jeunes, vous autres, est-ce que dans les écoles, parce que tantôt tu m'as parlé de policiers communautaires ou de policiers... intervention en milieu scolaire. Intervention en milieu scolaire, là, ça a eu toutes sortes de noms à travers les années. Mais ça, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a aussi un changement, il y a un sentiment chez les collègues qui le font chez vous sur ce qu'ils vivent, sur la réalité? Ça a dû changer au cours des 5 dernières années. Est-ce que ça aussi? Ça a changé beaucoup. C'est business, c'est comme d'habitude? Quand on rentre tout l'aspect réseaux sociaux, là, pour ceux qui étaient là avant les réseaux sociaux, qui ont vu ça arriver, ça a changé considérablement leur travail, ça change l'intervention auprès des jeunes, puis il y a de l'éducation de base à faire. Puis les jeunes, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a différentes interventions pour le primaire, puis il y a différentes interventions pour le secondaire. Mais quand on arrive à un âge près de 12 ans où on parle de possible judiciarisation, là, il y a des lumières qui allument, puis il y a des jeunes qui se disent « OK, maintenant, ce que je fais, là, ça peut avoir des conséquences. Là. Puis on parle pas seulement, mettons, d'une agression armée, d'un meurtre. Là. On parle, si je vole quelqu'un, si je l'intimide, si je le tabasse un peu, ça peut avoir des conséquences. Fait que là, il y a une prise de conscience chez certains, chez d'autres, non. Mais pour tenter de régler ça, on a différents programmes de prévention pour essayer de leur donner les outils pour prendre les meilleures décisions pendant tout leur cheminement avec toutes les crises et les émotions qu'ils vivent à cette époque-là. Mais c'est difficile pour certains jeunes. Chez le personnel, chez nous, on mentionne souvent ça, que maintenant, le problème aussi vient du fait que tu dois agir dans l'école, mais souvent, les chicanes, la violence continue à l'extérieur à cause des médias sociaux. Exact. Puis après ça, ça revient dans l'école. Ça revient dans le milieu. Ouais. Ça, j'imagine, c'est un constat. Les médias sociaux, si je m'en vais vers toi, Thiago, les médias sociaux ont un impact aussi dans ce que tu fais. Absolument. Parce que toi, tu es là, ça fait 14 ans à peu près là, que tu es dans le milieu. Donc, il y a eu une évolution. Oh, on l'a vu. Les médias sociaux sont en train de légitimer d'être une personne exécrable et de délégitimer d'être une bonne personne. C'est-à-dire que c'est plus bien vu d'être décent, d'avoir une parole. Tu penses ça vraiment là, que... Oui. Ouais. Je crois fondamentalement que, d'un point de vue politique, mettons, la montée du masculinisme, la montée des idéologies d'extrême droite, la montée de discours homophobes, tout ça, c'est interrelié. Légitimer certains discours de « c'est la loi du plus fort », faut pas avoir des pitiés pour les plus faibles. Tu sais, un discours qui est légitimé, mettons, au sud de la frontière, cette légitimation de ce discours-là, qui est dans les médias sociaux beaucoup, là, un discours qui est très dur, qui est très viriliste, un discours qui est complètement... que les gens pensent que ça reste pas dans les réseaux sociaux. Ça a des impacts réels dans la vraie vie. C'est ce qu'on disait, ça ressort. Ça ressort. Puis quand on entend, quand ils sont abreuvés dans des discours comme ça dans les réseaux sociaux, ben c'est pas anormal que maintenant, de plus en plus, j'ai dans mes dossiers des injures et des violences à caractère homophobe,
des injures et des violences à caractère raciste, des injures et des violences à caractère misogyne. OK. Et ça, moi, je suis convaincu que c'est la libération d'une parole extrémiste et radicale sur les réseaux sociaux. Je suis absolument convaincu. Je pense que les chiffres me donnent raison. Est-ce que, au niveau de la SQ, ça existe, ça, des escouades de médias sociaux qui vont... Parce qu'on a entendu ça, là, maintenant, il y a des poursuites possibles par rapport à des menaces qui seraient dites sur les médias sociaux. Est-ce que on est à un virage là-dedans? Parce que j'imagine, tu sais, policier terrain, ça pourrait vouloir dire éventuellement terrain médias sociaux aussi, parce que c'est sur le terrain. Ça vient avec maintenant les enquêteurs dans les unités, les MRC. Il y a des unités spécialisées qui s'occupent des parties informatiques, recherche de documents dans des outils informatiques, mais que ce soit dans chaque municipalité où il y a des patrouilleurs, des enquêteurs, tout le monde peut être appelé à faire des dossiers de médias sociaux, que ce soit l'échange d'informations ou d'images non consensuelles. Deux adolescents qui ont une relation ensemble, qui échangent une photo, mais par la suite, la photo est partagée. Souvent, on en découle avec un échange de pornographie juvénile parce qu'on parle de mineurs. Les images qui sont produites, c'est de la pornographie juvénile. Ou on a aussi le phénomène qui découle des réseaux sociaux qui sont enquêtés par nos membres. C'est les fameux défis sur les réseaux sociaux. On va arriver une bonne journée à l'école, il y a quelque chose qui va se produire, on ne sait pas d'où ça arrive. Récemment, on a un cas dans les médias qui circulent des jeunes qui ont crevé le tympan d'une adolescente avec ce qu'on appelle un Q-tips. Okay. Ça vient d'où, ça? Il y a une enquête qui se fait là-dessus. Ça peut venir d'un défi. On avait un défi à un moment donné de déboulonner des roues d'autobus. Il y a des conséquences à ça. Ça vient des médias sociaux quelque part. Puis là, il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée. On arrive avec quelqu'un, puis on dit, voyons, ça vient d'où? Ça arrive de nulle part. Il y a un illuminé qui a pensé à quelque chose qui est épouvantable. Mais après enquête, après vérification, il y a ce genre de phénomène-là qui arrive des réseaux sociaux. Fait que c'est important pour nos membres, vos membres, les parents, d'être un peu à l'affût de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Ça, c'est un enjeu, là. Ça nous amène après ça à l'échange d'informations. Quand moi, je suis avisé d'un phénomène ou d'un défi, mais à qui j'en parle? Si je suis un adolescent qui était au courant de quelque chose qui se prépare pour l'école, est-ce qu'il peut en parler? On leur apprend aux jeunes. C'est pas parce que tu partages une information que tu es un stouble. Si tu notes qu'il y a quelque chose de dangereux qui s'en vient, qui va se produire à l'école, envers un de tes amis, un de tes camarades, ben, tu peux en parler parce qu'on vise à régler cette situation-là avant que ça dégénère et que ça soit judiciarisé. Puis il y a des groupes sur Telegram et tout ça dans lesquels c'est souvent des adultes aussi qui sont derrière ça, qui vont, pour des raisons qui m'échappent encore, mais qui vont manipuler des adolescents qui sont extrêmement dans une période fragile de leur vie pour faire une violence qui est sans but, là. Il y a beaucoup de ça. Il y a des groupes... Ah oui, qui vont juste utiliser ça une espèce de, pour l'opportunité de le faire. Violence nihiliste, destructrice, une sorte de radicalité sans idéologie qui est un véritable problème. Vous savez, c'est ce genre de violence-là qu'on voit dans nos dossiers qui vient des défis, qui vient de espèce d'idéologie de mort. On le voit de plus en plus. Puis je pense que c'est un véritable danger pour des adolescents, des potentielles victimes de ça. Et c'est des groupes qui se créent sur les réseaux sociaux, souvent Telegram, dans lesquels on va se donner des défis, on va manipuler les adolescents pour qu'ils commettent des crimes ou des violences qui n'ont aucun bon sens et qui ne feraient pas nécessairement autrement. Bon, après, il y a des questions de santé mentale aussi qui s'accompagnent de ça. Ça, c'est un autre enjeu. Mais ça existe. Cette espèce de violence qu'on pourrait appeler nihiliste, qui existe dans une espèce de semi-idéologie et semi-culte de la violence. Ça aussi, on le voit. On le voit de plus en plus. Ça, c'est depuis les 2-3 dernières années. C'est un enjeu important qui à mon avis, va faire les nouvelles dans pas très longtemps. Et après ça, on est très pessimiste. Là, on a beaucoup de choses, mais après ça, j'aimerais ça aller sur comment est-ce qu'on peut se projeter puis se dire ça va être quoi les pistes de solutions là, ensemble pour avoir une petite discussion là-dessus. Parce que c'est sûr que c'est ce que tout le monde veut, là, d'ailleurs. Puis je vais dire un peu qu'est-ce que nous, on a prôné. Mais juste, dernière chose, urbain ou régional ou à grandeur du Québec, moi, quand je regarde la question du sondage, il n'y a pas de différence. Hein? Si on demande aux 1000 répondants à travers le Québec, à part quelques légers points de pourcentage, Montréal, Québec, les régions, quand je regarde dans nos milieux de travail, que ce soit en santé, en éducation collégiale, c'est un peu partout la même chose. Est-ce que vous sentez, vous aussi, la même chose? Peut-être Dominique en débutant. Est-ce que c'est urbain, cette histoire-là? Est-ce que c'est montréalais? Partout au Québec. C'est partout au Québec? C'est partout au Québec. On a des communautés Côte-Nord, Saguenay, Gaspésie qui ont le même genre de problématique où il peut y avoir des milieux défavorisés. C'est ce que disent nos membres. Où il peut y avoir des milieux défavorisés. Hein, la défavorisation peut être partout aussi. Exact. Puis
on parle de défavorisation d'un côté, mais la violence va se répercuter aussi dans Partout. des milieux très favorisés. Ouais. On va parler d'équipes sportives d'élite, où il va y avoir des histoires de harcèlement, d'intimidation, de On a violence parlé- physique Puis aussi. on a parlé des médias sociaux. Les médias sociaux, c'est l'argent touche pas. Ils ne font aucune discrimination, c'est ça, les réseaux exactement. sociaux. Ils vont rejoindre tout le monde, tous nos jeunes partout, sur l'ensemble du territoire. Fait qu'on n'est pas à l'abri de ça. Absolument. C'est peut-être pas la même sorte toujours de violence qu'il va avoir selon le milieu social ou selon le milieu urbain, périurbain ou en région. Mais moi, je suis portugais, comme on dit en portugais, les mouches changent, mais pas le caca. C'est à peu On près dit ça en ça. Là. portugais? Hein? On dit ça en portugais? Oui, Ok. as moscas mudam, sua merda não varia. Bon, Alors c'est voilà. clair. On la retient. On la retient. Mais quand même, puis ça, écoute, les membres sont très clairs. On a fait, tu sais, mes collègues des fédérations qu'on représente, peu importe la fédération, peu importe aussi les membres qu'on représente, les catégories d'emploi, les réseaux, les affiliés, ont tous cette réaction-là, de dire que peu importe t'es où au Québec, il y a Les histoires vont être différentes, mais Ah, ouais. il y a des impacts partout. Absolument. Bon, OK. Maintenant, là, il n'y a pas. C'est quoi les solutions? C'est pas facile. J'étais en entrevue sur plusieurs réseaux, quand on a sorti des chiffres, puis c'était ça la question. OK, c'est quoi les solutions? Puis honnêtement, comme CSQ, là, qui représente 225 000 membres, c'est cute, c'est le fun, on représente bien du monde, mais est-ce que j'ai un paquet de solutions? Non, on a l'idée de faire front commun, de s'assurer que c'est tout le monde qui s'en occupe. Toutes les organisations de la société civile. Et on dit aussi, est-ce que c'est un problème de santé publique? On commence à se dire que oui, là, la violence au Québec, c'est un problème de santé publique. Comment vous voyez ça? C'est quoi la suite des choses? Je vais aller avec toi. Thiago, toi, tu reçois, c'est des clients, Ouais. tu fais du droit pour les jeunes, mais après ça, j'imagine que ton but, c'est pas que tu aies trop de clients quand même? Non, moi, je suis la seule industrie qui essaie de ne pas fidéliser sa clientèle. Comme je dis souvent. Mais j'ai envie de dire, moi, je suis avocat de la défense, right? Ma job, c'est de défendre l'intérêt de mes clients, leur intérêt juridique. Dominique est policier, OK? On pourrait se dire, ces gens-là doivent se taper dessus, right? Ben, non. OK? Moi, quand j'ai un désaccord avec un policier, quand je ne suis pas d'accord avec sa vision du dossier, je vais devant le juge et je présente des arguments oraux ou écrits et le juge tranche. Ça, c'est résoudre un conflit de façon moderne et avec l'état de droit. C'est pas normal que quand on a il faut le dire, juste ce qu'on fait ici, là, Ouais. que des gens qui ont des parcours différents, qui ont peut-être un point de vue différent, qui ont des métiers qui pourraient être en contradiction et qui sont en contradiction d'une certaine façon, Ah oui. résorbent cette contradiction-là par des avenues structurées, des avenues qui sont, à mon avis, un grand héritage dans la société moderne, dans lequel on est capable de résoudre, de prendre cette violence-là qui existe chez l'être humain et de la régler par des systèmes de droit qui fonctionnent. Puis en plus, on Et remarque, d'éducation. aussi que malgré qu'il y ait des désaccords, il y a quand même des points de convergence. Exact. Puis je Quand on pense que. discute. Puis bien souvent, il y en a beaucoup. Mais voilà. Donc, juste faire ça. Juste essayer. Moi, j'ai dit aux policiers, il faut faire plus d'initiatives. Les policiers sont souvent d'accord, mais amener les jeunes et les policiers dans des endroits neutres de discussion, dans lesquels on est capable, avec évidemment un travail en amont. Là, il faut faire un travail en amont avec ces jeunes-là pour essayer d'avoir des discussions avec les parents aussi, pour établir un lien de confiance puis leur démontrer qu'il y a d'autres façons d'exprimer de façon correcte leurs désaccords qu'ils peuvent avoir. Hein? Ton accord de pas d'accord. Moi, je l'ai dit à un des clients, tu as le droit de pas d'accord avec la police. Tu as le droit. Identifie-toi, puis on va aller en cours, puis on va dire au juge qu'il n'avait pas le droit de t'arrêter. Mais crie-leur pas dessus, insulte-les pas, puis surtout, bats-toi pas avec la police. Ça n'a absolument rien de faire ça. Est-ce que globalement, il semble que ce soit ça qui est en train de se perdre, c'est-à-dire l'idée d'apprendre à être en désaccord. Là, on revient avec les médias sociaux, là, puis je veux pas trop faire de pouce là-dessus, mais tu sais, chambre d'écho, je suis pas habitué, je discute juste avec du monde qui pense comme moi, puis quand tu penses pas comme moi, T'es t'es un bon à rien, t'es un C'est ça. épais parce que tu penses C'est pas ça. comme moi, T'en plais ça. versus être capable justement de dire... Puis en plus, ce qui est dommage, puis on l'a dit, c'est que quand tu discutes, tu trouves des points de convergence plus que ce que même tu pensais avoir. Absolument.
La capacité. Est-ce qu'au niveau des policiers, on pense un peu la même chose? Moi, je dirais la capacité d'exprimer ce qu'on pense, d'exprimer son opinion, de le faire d'une façon argumentée, logique un peu plus, comprendre qu'on a des émotions au travers de ça, mais être capable de se réguler ses émotions. Déjà, si on implantait ça, si on enseignait ça aux jeunes, on peut enseigner plein de matières, mais si on enseignait ça aux jeunes, on aurait quelque chose mais ça, c'est à la maison. À la maison, il y a un gros travail à être fait. C'est carrément à la maison là-dessus. Tu as raison, Éric. Puis, pour répondre à ta question, ce que je dirais, c'est la base de piste de solution, c'est de faire un constat clair. Tu sais, vous avez fait un sondage important pour avoir un bilan de la situation, puis être capable de bien comprendre après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les pistes de solution qu'on va mettre en place? Puis une des principales, c'est ce qu'on fait présentement, sans parler. Tu sais, on le disait, on pourrait avoir des métiers qui sont en opposition, mais l'intérêt supérieur de ça, c'est de parler de la violence, puis tenter de régler, puis de comprendre l'enjeu. Même chose dans les écoles. On doit avoir ce genre de discussion-là, puis être capable d'en parler pour mettre des moyens en place. 82 c'est ça, 82, là, je le cherche, bien sûr, fallait que je... 85 des personnes questionnées pensent que la prévention de l'incivilité et de la violence devrait s'imposer comme une priorité au Québec. C'est quand même positif, ça, de voir que cette discussion-là, où on dit qu'il faut se parler, il y a quand même 85... J'imagine qu'ils n'ont pas tous les mêmes solutions, ils n'ont pas toutes les mêmes idées, mais de se dire qu'une très forte majorité pense que ça devrait être une priorité au Québec que de parler de cette prévention-là. Club de débat, apprendre à la rhétorique. Les arguments, la rhétorique, absolument. Comment faire valoir ton point, faire valoir que tu n'es pas d'accord avec quelque chose sans traiter le monde d'épais sur Facebook. Ça commence là, hein? Ça commence là, je vais vous le dire. Moi, quand j'étais petit, là, il y avait dans les cafés, les gens discutaient à voix haute, mais après ça, c'était correct. Puis il y a une façon de s'exprimer. Tu sais, puis le débat public doit se faire de façon cordiale. Puis pour vrai, ce qui m'inquiète, c'est que moi, il y a une couple d'années, 5-10 ans, je me disais, bon, écoute, il n'y a plus vraiment de problème d'homophobie au Québec. C'est un problème réglé. Puis là, depuis 5-10 ans, je me dis, oh, palais, ce que j'entends dans les rapports de police, ce que j'entends, ça revient. Est-ce que c'est vrai, ça? Parce qu'on a un comité là, LGBTQ+, à la CSQ, comité de la diversité, qui est très actif, tout ça. Puis il nous parle de cette remontée-là. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Réseaux sociaux, surtout, une recrudescence... des gens qui se lâchent l'os un peu sur ces arguments-là, communauté culturelle, communauté orientation sexuelle. Les femmes aussi. En général. Les femmes aussi, vraiment. On sent ça vraiment monter de cette haine-là, ces discours haineux-là. Mais c'est intéressant, puis comme chiffre, là, c'est la dernière chose, on est comme à la croisée des chemins. Les gens nous disaient qu'encore à la maison, on se sent en sécurité à 91 %, même dans son quartier à 77 %. Okay. Donc, on voit quand même que c'est pas encore quelque chose qui est perte de contrôle au Québec. C'est pas un impact direct non, encore. Et ça, je pense, je reviens avec ce que tu disais d'entrée de jeu. Quand tu as dit que tu étais fier qu'au Québec, qu'on soit un endroit où on trouvait pas que c'était le fun, que c'était bien la chicane. Oui, puis ça reste qu'on a un taux de criminalité qui est tout à fait sous contrôle. Disons-le clairement, le Québec et le Canada sont des endroits très sécuritaires. Quand on parle de criminalité, de respect de l'ordre public, de la propriété puis de la sécurité, ça va... Je pense qu'on est en ce moment dans une crise, oui, de la violence, de l'incivilité. L'incivilité, ce mot-là est important. Ça, il faut le dire. Et oui, c'est inquiétant, mais soyons clairs, là, il n'y a pas de problème d'insécurité globale. Okay. On n'est pas dans des pays dans lesquels il y a un effondrement de l'État et des institutions démocratiques dans lesquelles il y a une violence publique là, qui est généralisée. C'est pas le cas. Je suis inquiet, oui, mais ne soyons pas alarmistes non plus. Là. Il y a une dégradation dans la perception du sentiment de sécurité. Puis la sécurité, concrètement, c'est une chose. La perception du sentiment de sécurité, c'en est une autre. Puis là-dessus, les gens perçoivent une dégradation de cette qualité-là. Et l'incivilité, par exemple, ça, il y a vraiment une montée de ça. Ça, c'est indéniable. Puis il faut l'aborder directement et mettre des choses en place. C'est concrètement, on en parle, là, mais après ça, là, qu'est-ce que les écoles vont faire? Qu'est-ce que les policiers en intervention scolaire peuvent faire? Puis le grand tabou, c'est qu'est-ce que les parents peuvent faire? T'sais, l'État a un impact sur vos membres, sur nos membres dans leurs conditions de pratique, mais après ça, à la maison, on peut outiller des parents qui ont peut-être moins d'outils dans leur coffre à outils pour leur donner une chance
d'être capable de faire un petit bout auprès des jeunes. Puis s'ils ne peuvent pas, comment on est capable de les rattraper après coup? Parce qu'avec des moyens concrets, des programmes de prévention, des interventions. Écoutez, on est obligé de pratiquer. On n'aurait pas vu ça là, quand on allait à l'école, là, mais des pratiques de confinement barricadées dans nos écoles. Ah oui, ça, je sais, le personnel trouve que... On est rendu là, mais il faut l'aborder, il faut l'assumer puis le faire clairement parce que quand il arrive un incident, on veut que tout le monde soit prêt. Fait que donc, puis on va terminer là-dessus. Le temps file, ça fait déjà presque une 40aine de minutes. J'ai dit, ça passe tellement vite tout le temps, puis il me chicane quand je dépasse trop. C'est correct, il faut que ça soit court. Ouais, c'est ça marche jamais. J'ai réussi jamais ça à faire aussi court que ça. Mais tout le monde doit être mis au jeu. Oui. Ouais. Certains ont des rôles encore plus importants quand vient le temps des jeunes, les parents. Puis ça, je vous l'avais dit, puis c'est certain que quand on demande aux collègues à la CSQ, je pense que les parents ont un rôle énorme à jouer, ne serait-ce que eux, lorsqu'ils interviennent au niveau justement d'une école, au niveau d'un centre, peu importe qui intervient là-dessus. Mais je pense que ça va prendre tout le monde. Puis de vous avoir ici, puis soit un avocat de la défense, un policier, d'être capable de se dire que, justement, encore, on l'a dit, on était capable d'avoir cette discussion-là. Oui. Il y a des éléments de différence, de divergence, mais il y a beaucoup d'éléments de convergence. Puis ça, c'est peut-être ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Il ne faut pas oublier les éléments de convergence. Puis, dans chacun de nos milieux, là, il y a un mot en commun, c'est les ressources. Hein? Ouais. Si la société décide que la violence, les incivilités, c'est une priorité, à un moment donné, ça prend quelques outils dans les écoles. Est-ce qu'on peut en faire plus? Dans les policiers, est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce que ça prend des procureurs dédiés pour les dossiers jeunesse? Ça en prend plus? Peut-être aussi, ça prend des bras, être capable de libérer des gens, faire des programmes, beaucoup de prévention. Et beaucoup de prévention aussi. Puis ça, c'est des ressources que nos collègues aimeraient ça avoir dans les milieux aussi. Oui. Mais oui. Puis j'imagine ça. Attention au discours. Ouais. Soit la rhétorique. Tu sais, les politiciens ont un rôle à jouer aussi là-dessus. Oui, faire attention au discours. Tu sais, il y a les grands philosophes italiens, Umberto Eco, qui a dit les chemises noires sont pas arrivées, ont marché sur Rome puis instauré un régime du jour au lendemain. Il y avait une montée de la rhétorique violente en Europe depuis 10, 15, 20 ans. Il faut faire attention à ça. Et quand on banalise la violence, quand on banalise les discours qui sont extrêmes, qui sont incivils, on peut se retrouver avec des conséquences politiques importantes. Et moi, je pense qu'il faut faire grandement attention à ça. Ils sont peut-être pas encore rendus sur Rome, les chemises noires, mais pour moi, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger, et ce danger-là passe par la délégitimation de la rhétorique violente, de légitimer les valeurs sociales qui contribuent au bien commun. Et je pense que c'est pas mal la meilleure chose qu'on peut faire à ce stade-ci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je pense que vos paroles ont été inspirantes, notamment pour être capable de mettre des mots sur ce qui se passe à l'extérieur de l'école, mais de le joindre avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc, merci beaucoup. Je pense que les constats sont là. Vous le nommez avec vos milieux distincts. Nous, de notre côté aussi. Problème de santé publique, puis là, maintenant, ça prend un front commun large. Maintenant, la suite des choses, bien sûr, on va vouloir continuer à en parler pour justement régler, puis toujours là, avoir cette opportunité-là de vivre quand même dans un milieu où les problèmes de sécurité ne sont pas nécessairement en montée. Donc, globalement, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Dominique. Merci de l'invitation. Merci Thiago. Merci à tout le monde. Écoutez, c'est toujours un plaisir. On se revoit très bientôt pour un autre épisode. Et bien sûr, n'hésitez pas, écrivez-nous. Toujours prêt à prendre les commentaires comme vous le faites si bien. Et au plaisir, on se revoit bientôt.